Bonsoir à tous, bienvenue à cette table ronde du programme A4Dev de la Banque mondiale, qui est la première en français, je souligne, qui a pour thème le mariage des enfants et l'autonomisation des jeunes filles. Je suis Diariatou Diallo, étudiante en médecine, lauréate de Blog for Dev 2020 de la Guinée, créatrice de bijoux en bois et j'œuvre pour la santé des enfants. Aussi membre du réseau Yuka, qui est un réseau de jeunes qui couvre plus de 38 pays de l'Afrique subsaharienne et qui a pour enjeu de faire rencontrer des jeunes au sein duquel on discute sur des questions de développement de l'Afrique. Pour commencer, j'aimerais demander à tous les participants de mettre leurs vidéos et leurs micros sur muet pour des questions techniques. Et tout au long de la table ronde, vous pouvez laisser des messages, des commentaires, des questions dans le chat box. Pour parler de ce thème qui est le mariage des enfants et l'autonomisation des jeunes filles, nous avons trois dames aussi brillantes les unes que les autres autour de cette table. Nous avons Fatima Bokoum, Kani Sissoko et Léa Rouané. Pour cette modération, je suis accompagnée de mon amie Mamitiana, à qui je vais déjà passer la parole. Et moi, je vous retrouve pour la deuxième partie de cet événement pour modérer les questions. Bonne séance à tous. Mamitiana. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup, Diaretou. Martine Narfé-Lansou est lauréate du concours Blog Fortev 2020 pour Madagascar. Et c'est pour moi un grand plaisir de commodérer cette table ronde avec vous et aussi trois inspirants panélistes. Avant de passer à leurs interventions, je donne la parole à Marina Calvani, qui est commissaire d'art contemporain du programme d'art de la Banque mondiale, pour justement nous parler de ce programme et de notre table ronde aujourd'hui. Marina, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Mamitiana Ndiakhietou, et merci aux panélistes. Je suis Marina Galvani, commissaire d'exposition d'un contemporain du programme d'art de la Banque mondiale, et je vous donne les bienvenus à la 7e rencontre des artistes qui fait partie de l'exposition We Are Africa, The Power of Women and Youth. Nous sommes l'Afrique, les pouvoirs des femmes et des jeunes. C'est une exposition virtuelle, la première qu'on a organisée dans le programme d'art de la Banque mondiale. Et comme toutes les expositions de la Banque mondiale, il y a toujours l'objectif de mettre en relation les thèmes du développement avec l'expression artistique. Artistique, elle peut être art visuel, plasticien, justement, mais peut être aussi des poètes, des musiciens, etc. Parce que là, c'est une forme d'expression très, si vous permettez, spéciale. Elle peut être l'expression pas seulement d'une personne, mais d'une communauté et l'expression des espoirs et des problèmes d'une communauté. Et justement, aujourd'hui, on a deux artistes exceptionnels, Kani Sissoko et Fatima Bokoum, qui est une commissaire au SIDA, qui ont vraiment pris ce sujet très, très délicat et l'ont transformé dans quelque chose qui a un pouvoir visuel extrêmement fort. Donc, pour nous, c'est vraiment un honneur de les avoir ici dans notre panneau. On a ici aussi la collègue de la Banque mondiale qui travaille sur le thème justement des gens, Léa Rouanet, qui va nous expliquer justement ce qui se passe dans ce domaine avec les projets de la banque. Mais surtout, je veux emphasiser que c'est la septième table ronde, si vous voulez, sur le thème du développement et qu'on continuera jusqu'à avril de l'année prochaine. Et on aura aussi une exposition virtuelle ouverte au monde. Donc, je vous remercie beaucoup, Mamitiana et Diarietou, à vous. Oh, je voulais vous montrer aussi cette œuvre de la collection permanente de la banque, parce qu'on a organisé aussi une exposition sur la violence des gens il y a 6 ans maintenant. Et celle-ci était l'œuvre créée par l'artiste Hemmatsi de Namibia. Il y a deux versions, comme vous voyez, sont des robes des mariés couvertes de sang.
justement, c'est une expression très forte, visuelle très forte de l'expérience des jeunes femmes qui sont forcées au mariage. Merci encore, Mamie Diana Diarreto, à vous, et je remercie tous. Merci beaucoup, Marina, pour cette présentation très inspirante du programme d'art de la Banque mondiale. Et le mariage des enfants, une pratique complexe ancrée dans les inégalités de genre, nécessite l'implication de tous. Et justement, durant cette table ronde, nous allons ensemble examiner les défis et rechercher des idées et des solutions innovantes pour que chaque fille, chaque femme puisse être réellement autonome, jouir de ses droits, être libre et faire ce qu'elle veut quand elle le souhaite et avoir la capacité de dire non ou oui et donc faire ses propres choix et décider son propre avenir. Sans plus attendre, inspirons-nous à travers le travail de nos brillantes panélistes. Permettez-moi de commencer avec vous, Léa Rouanet. Léa Rouanet est économiste au laboratoire d'innovation sur le genre de la Banque mondiale et elle va nous donner un aperçu du mariage d'enfants en Afrique et partager avec nous des innovations entreprises pour garantir l'autonomisation des femmes à travers un projet régional au Sahel avec lequel justement le laboratoire travaille actuellement. Léa Rouanet. Merci, Luciana. Merci à tous. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse de participer à cette table ronde avec les brillantes artistes qui vont présenter leur travail aujourd'hui. Et donc, juste avant de leur laisser la parole, pour planter le décor, je voulais vous parler rapidement d'une partie de notre travail au laboratoire d'innovation sur le genre de la Banque mondiale, qui est donc l'équipe à laquelle j'appartiens. Et donc, la mission de ce laboratoire, c'est de comprendre comment réduire les inégalités de genre dans la sphère économique en Afrique subsaharienne. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc en anglais, pour les participants de la banque, c'est le Africa Gender Innovation Lab. Slide suivant. Nous travaillons depuis plusieurs années avec en fait l'équipe qui est en charge d'un projet régional au Sahel, comme disait Mamitiana, qui est le projet SWED. C'est le projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques au Sahel. Et les objectifs principaux de ce projet sont justement intimement liés aux travaux qui vont être présentés par les artistes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Puisqu'en effet, en fait, l'objectif principal de ce projet, c'est de diminuer l'incidence du mariage précoce et des grossesses précoces au Sahel. Et vous voyez donc sur cette carte les zones d'intervention du projet lors de sa première phase au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Depuis, le projet s'est étendu à de nouveaux pays, le Bénin, la Guinée et le Cameroun. Et donc, le point de départ de ce projet, c'est justement la situation au Sahel. Et donc là, j'ai mis sur cette diapositive quelques informations. Donc, on sait que le Sahel est caractérisé par la plus forte croissance démographique au monde, de l'ordre de 3%, avec 50% des jeunes qui ont moins de 25 ans et des taux de dépendance économique qui sont très élevés. Et c'est une région qui est caractérisée par une très forte prévalence des mariages et des grossesses précoces et qui sont étroitement associés à l'abandon scolaire, aussi à une nuptialité précoce et à une forte fécondité. Environ 5 enfants par femme dans cette région. Slide suivant. Effectivement, en fait, donc là, si on regarde les données sur les caractéristiques des jeunes filles et des jeunes femmes bénéficiaires du projet SWED, on retrouve ce type de chiffres, puisqu'on voit ici que l'âge moyen au premier enfant est de moins de 18 ans dans tous les pays SWED qu'on regarde. Et en particulier au Niger, il est de seulement 15,6 années pour ces femmes-là. Slide suivant. Si on regarde, on voit aussi qu'il y a une très forte acceptation de la violence dans cette population. Donc là, on regarde la proportion de jeunes filles qui déclarent au moins une raison qui peut justifier l'utilisation de la violence de la part du partenaire. Donc on voit qu'à part en Mauritanie, où ce taux est relativement plus bas, de l'ordre de 17%, les taux d'acceptabilité sont vraiment très élevés dans tous ces pays. En particulier, par exemple, au Mali, on a 85% des filles et des jeunes femmes interrogées qui déclarent au moins une raison qui justifie l'utilisation de la violence. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que le projet SWED s'est développé. Et aussi, je crois, dans ce contexte-là, que le travail que les artistes vont présenter aujourd'hui s'inscrit. Donc,
Voilà pourquoi je voulais vous parler un peu de tout ça. Et donc, effectivement, pour participer à l'autonomisation des femmes, en diminuant l'incidence des mariages et des grossesses précoces, dans ce contexte-là, le projet SWED a décidé donc de mettre en œuvre des interventions communautaires qui visent les adolescentes. Alors, avec notamment des espaces sûrs et des clubs dans lesquels, en fait, sont enseignées à la fois des compétences de vie, mais aussi des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Et aussi vont être fournies dans certains pays des formations professionnelles aux jeunes adolescentes. Donc, ces interventions-là, elles ont été inspirées de résultats qui avaient été obtenus lors de travaux menés en Ouganda. Donc, en fait, en Ouganda, c'était une ONG internationale qui avait mis en œuvre des interventions assez similaires et qui avait été évaluées effectivement par des collègues du laboratoire d'innovation sur le genre. Et ces interventions, on avait montré à l'époque, elles avaient effectivement permis d'augmenter la probabilité que les jeunes filles aient une activité génératrice de revenus, avaient diminué la probabilité qu'elles aient un enfant au cours des années qui ont suivi l'intervention, avaient diminué aussi l'incidence du sexe contre leur volonté, et on avait vu dans une certaine mesure un changement des normes de genre. Et le suivant. Dernier élément dont je voulais parler, c'est que toujours dans le cadre de ce projet SWED, il y a plusieurs innovations qui ont été proposées dans le but d'avoir un impact encore plus fort sur l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Donc, c'est des interventions qui sont aujourd'hui testées et évaluées avec des évaluations d'impact, notamment par un engagement de la communauté au sens large et pas seulement en ciblant les jeunes filles et les adolescentes. Et donc là, il y a deux dimensions. C'est à la fois de viser les chefs religieux et traditionnels, afin qu'ils répondent aux mauvaises interprétations des textes religieux et des pratiques néfastes, notamment le mariage des enfants. Et il y a aussi, dans le cadre du projet, un engagement des hommes et des garçons à travers ce qu'on appelle donc dans le projet des clubs de maris et de futurs maris, qui permet aussi de les associer à ce changement des normes de genre qu'on espère atteindre à travers le projet. Pour moi, donc je passe maintenant la parole aux artistes que vous êtes tous venus écouter aujourd'hui. Merci à tous. Oui, je vous remercie Léa pour cette intéressante présentation en tout cas, qui justement témoigne que des actions sont en train de se faire au sein de la communauté pour apporter du changement positif dans la vie des jeunes filles et des femmes. Et moi personnellement, je me réjouis de savoir que des hommes et des garçons s'engagent pour le bien de leurs filles, de leurs femmes, de leurs mères, sœurs et concitoyennes. Si vous aussi, vous avez des remarques ou questions pour Léa, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire et nous aurons du temps après afin de les répondre. Et toujours, n'oubliez pas de mettre votre nom. Pour nous donner encore plus d'inspiration sur comment aider les jeunes filles et femmes à s'autonomiser, écoutons maintenant Fatima Bokoum. Fatima Bokoum est militante des droits des filles et femmes et commissaire d'exposition. Et elle a été sélectionnée par l'UNESCO pour promouvoir l'égalité des sexes dans le monde créatif en Afrique de l'Ouest. Fatima va parler de son travail et principalement de son projet Moussou Katouma Sera, qui signifie c'est l'ère des femmes. Fatima, c'est à vous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe de la Banque mondiale pour l'invitation. C'est un honneur et un plaisir de faire partie de ce panel. Je m'appelle Fatima Bokoum, je suis féministe, militante pour les droits des femmes et des filles et je suis également commissaire d'art. Slide suivant. Dans mon cœur, je me sentais toujours artiste depuis mon bas âge. Mais je savais que ma tradition ne me permet pas de devenir artiste. Pour être photographe, en réalité, je n'ai pas eu besoin de demander la permission aux parents. Suivant. Suivant. Je ne vais pas me présenter pour ne pas perdre de temps. Je pense que tu l'as très bien fait. Donc, on va passer à la slide suivante. Alors, je souhaiterais centrer ma présentation d'aujourd'hui sur ma dernière exposition intitulée Moussou Katouma Sera, qui veut dire c'est l'ère des femmes. C'est une exposition de photographie composée à 100% d'artistes femmes photographes maliennes.
Et à travers cette initiative, je voulais réaliser 4 choses. Donc, célébrer les femmes photographes du Mali, parce qu'en réalité, décider d'évoluer dans un domaine masculin au sein d'une société patriarcale ayant une tradition très traditionnaliste est une sorte de décision activiste. Et donc, j'en profite aussi pour féliciter toutes les artistes maliennes qui continuent de briser les plafonds de verre. Je voulais également repenser l'identité visuelle de la femme dans l'art, en relation avec la manière dont la douleur est visuellement projetée. En gros, comment peindre la femme avec dignité, tout en examinant un sujet sensible et tabou. Bien évidemment, je voulais dénoncer les inégalités de genre et finalement examiner les aspects socio-culturels maliens entravant l'émancipation des femmes et des filles et trouver le dénominateur commun. Suivant. Donc, l'approche a été très naturelle. Elle suit également le flux de cette présentation aujourd'hui. Donc, je me suis posé plusieurs questions. Qu'est-ce que l'émancipation? Quels sont les aspects socio-culturels de la société malienne entravant l'émancipation des femmes et des filles? Et quel est le dénominateur commun? Y aurait-il également une solution de première étape vers l'égalité? La suivante. Donc, j'ai aussi l'impression qu'à travers toutes les myriades de conversations qu'on a, on oublie souvent de prendre quelques minutes et de revoir la définition d'émancipation, qui est donc l'action de se délivrer d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé. Suivant. Et donc, à partir de cette définition, la question naturelle que je me suis posée, que vous avez déjà entendue plusieurs fois, c'est quels sont les aspects socioculturels de la société malienne entravant l'émancipation des femmes. Et après des appels, des mises en relation, de la recherche, j'ai affiné les différents aspects socioculturels identifiés à 6, notamment la magie noire, la religion, la parure, la dominance hiérarchique, le mariage et enfin le traditionnalisme. Suivant. Donc, la magie noire est certainement la moins attendue et peut-être la plus inconfortable, mais une réalité pour beaucoup. Donc, c'est grâce à l'artiste Kani Sissoko, présente aujourd'hui d'ailleurs, que je suis arrivée à cette réalisation. Sa série intitulée Affliction est centrée sur les rituels religieux africains appelés la magie noire, supposés délivrer les pratiquants de leur douleur quotidienne. Donc, dans l'élaboration de sa série, Kani découvre une similitude entre les marques laissées sur les écorces des arbres lors de divers rituels et les blessures subies par les femmes et les filles à la suite de violences sexuelles. Affliction est donc une évocation de la femme malienne et de la douleur qu'elle cherche à conjurer par le mysticisme. Et en réalité, Kani Sissoko invite les femmes à confronter la dure réalité de leur douleur commune, non seulement en défiant les rituels de maltraitance, mais aussi les rituels mystiques qui sont au final vraiment impuissants à enrayer le cercle de violence. Suivant. Alors, au cours donc de multiples voyages du Mali vers les pays voisins, que l'artiste Amsatou Diallo se voit attirée par les lieux de culte où elle remarque la présence abondante de femmes. Ces voyages marquent le début de la création de sa série Refuge de femmes, une série de photocollages agençant des couleurs symboliques et des images de femmes en tenue religieuse, comme vous le voyez, superposées sur des photos de cathédrales et de mosquées emblématiques. Donc, Amsatou masque les traits distinctifs des visages de ces femmes pour suggérer en quelque sorte que leur identité est souvent sacrifiée au profit des attentes religieuses. Elle utilise également des couleurs neutres et des teintes de rouge pour évoquer les tensions que vivent les femmes inhibées par le pardon qu'on attend d'elles, leur allégeance religieuse et sociale et leur libre arbitre. Suivante. Et là, donc, nous retrouvons Fatoumata Diallo, qui grandit au milieu de femmes provenant de plusieurs communes et développe une fascination pour les colliers traditionnels, fabriqués individuellement d'ailleurs, selon la tribu, l'âge, le statut matrimonial et social, et portés donc dans la ville de Dina. Ces colliers, dans cette ville, on les appelle les parures. Ce sont des artefacts culturels historiquement utilisés pour identifier l'affiliation tribale ou invoquer l'énergie spirituelle pour faciliter la procréation.
Ce qui est très intéressant, c'est que sa série devient un travail de juxtaposition de leur utilisation passée et présente. Nous voyons ici une transition de l'enfance évoquée par la pureté du voile blanc de la jeune fille, où le collier est donc un artefact et un symbole culturel, vers l'âge adulte, où la parure devient littérale, un reflet en quelque sorte du statut social des femmes. Et donc, à cet égard, la parure examine les tensions entre l'identité socioculturelle des femmes et leur autonomie personnelle, car en effet, cet artefact initialement symbolique devient source de pression sociétale, un besoin de soutenir un statut social prestigieux qui, au final, engendre pour la majorité des femmes une dépendance financière liée au genre et faisant souvent d'elles la propriété de leur mari. Souvent, ouais. La plus controversée, j'ai envie de dire, de cette série, c'est peut-être, de cette exposition, c'est la série L'Afrique en mode yugu-yugu, qui examine la dominance hiérarchique. Donc, cette série de Fanta Diarra étudie les vêtements d'occasion importés au Mali de différentes parties du monde et convoités pour leur prix abordable, donc, ainsi que le phénomène de séduction qu'ils exercent sur la jeunesse malienne et prise de mode. Les yugu-yugu, donc c'est un terme péjoratif utilisé depuis des décennies en Bambara pour désigner les friperies, envahissent les marchés et contraignent les entreprises locales à la faillite. Également, les conditions insalubres dans lesquelles les vêtements sont acheminés constituent une menace pour la santé publique, en particulier celle des femmes et des enfants. Donc, dans la quête de Fanta Diarra pour convaincre ses concitoyens africains de soutenir les détaillants locaux, le spectateur est confronté à une représentation trompeuse et ironique de jeunes femmes, joyeuses, portant ces vêtements importés, apparemment inconscientes ou indifférentes, en tout cas, à leur impact négatif sur la société malienne. Et donc, Fanta explique l'attrait excessif pour les yugu-yugu comme le prolongement de la dominance hiérarchique qui existait du temps des colonies et que de nombreux Maliens perpétuent à un coût économique et social. Et donc, moi, personnellement, cette ironie explicitement peinte par Fanta Diarra m'a permis de provoquer l'audience, en réalité, de manière tacite sur 2 points spécifiques. Déjà, je voulais que l'audience se pose certaines questions, dont le prolongement de la dominance hiérarchique qui existait du temps des colonies, dont nous, en tant qu'Africains, on se plaint souvent. Est-ce que cette dominance n'est-elle pas la même que la dominance hiérarchique traditionnelle sur l'impact sur l'inégalité de genre? Et également, pensez-vous que la quête pour l'égalité de genre n'est qu'adaptée aux sociétés occidentales et qu'elle est un reflet de nos envies d'incarner les Occidentaux et que donc peut-être que l'inégalité permet au bon fonctionnement des sociétés africaines? Donc c'était vraiment une touche très ironique qui avait pour objectif de provoquer les esprits. Suivant. Et là, on retrouve Fatoumata Diabaté qui intitule sa série « À chacun son dimanche », en référence à la chanson très connue d'ailleurs d'Amadou et Mariam, dont les dimanches, en fait, à Bamako, sont connus comme un jour très populaire de mariage. Ce qui est intéressant ici, c'est que Fatoumata Diabaté recourt à un sotrama, qui est au Mali connu comme un minibus de transport collectif et un symbole positif en réalité de communauté, mais malheureusement tristement réputé pour l'imprudence de ses chauffeurs, en quelque sorte pour suggérer l'approche irrévérencieuse de nombreuses femmes dans le choix de leur partenaire de vie. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette irrévérence qui est donc troublante, et surtout si l'on considère qu'une femme sur 2 au Mali, mariée ou non, est victime de violences domestiques, mais que quand même, cette conversation est très taboue. Donc, on n'en parle pas, on n'a pas le droit d'en parler et on couvre presque, justement, ces violences domestiques-là. Donc, je voulais vraiment soulever ce débat-là. Et donc, à travers ma sélection des images, j'ai créé une petite histoire autour des visuels, donc notamment en racontant l'histoire de 3 femmes pour examiner les diverses façons dont elles approchent leur jour de mariage. Nous avons donc l'optimiste que vous voyez tout à
Alors, je ne sais pas votre écran tout à gauche. Donc, elle est inondée d'une lumière blanche dans le Sutrama et elle paraît exprimer la ferveur de ses vœux pour l'avenir. En contrepoint, nous avons donc tout à droite la réaliste qui revendique son espace en regardant l'appareil photo avec assurance sous une lumière claire et uniforme. Elle est également sur le même pied d'égalité que son époux. Et enfin, la rebelle, elle est vêtue donc d'une tenue traditionnelle réservée pour la nuit de noces, en général que les femmes mariées portent quand on les emmène pour la première fois au domicile de leur époux. Et là, nous la voyons évoluer, toute couverte d'abord, assise et immobile, et elle se dévoile petit à petit vers une sorte de liberté. Alors, la suivante. Et finalement, ici, on a la série intitulée « Construire son avenir » d'Oumou Traoré, qui vise à comprendre la manière dont les diplômés universitaires au Mali et d'autres pays africains font face à l'incertitude quant à leur réussite professionnelle et aussi la manière dont elles gèrent leurs ambitions dans les sociétés fortement influencées par les attentes traditionnelles concernant les rôles hommes-femmes. Donc, dans le cadre de cette recherche, Oumou Traoré présente des conflits connexes entre traditionnalisme, incertitude économique, ambition de la jeunesse contemporaine et en mettant un accent sur la vie domestique malienne. Donc, par exemple, les images saisissent les tensions que de nombreux jeunes ressentent sur le maintien de leur identité culturelle et la poursuite de leurs rêves, ce qui est très intéressant. D'autres images également, vous verrez, de la série soulignent l'importance du niveau d'instruction pour l'indépendance des femmes, un niveau qui est rarement atteint, sachant que plus de 50% des adolescentes au Mali sont contraintes à un mariage précoce pour protéger justement les familles de toute honte sociale en veillant à ce qu'il n'y ait pas de grossesse hors du cadre du mariage. Et ce phénomène-là est également corrélé avec la violence domestique et la maternité précoce. Et il en résulte qu'il est pratiquement impossible pour les jeunes filles et les jeunes femmes de poursuivre des études qui leur ouvriraient les portes du travail, pouvant également les rendre économiquement indépendantes. Donc, on est complètement dans un cercle vicieux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que malgré ces incertitudes économiques et les inégalités entre les sexes, les recherches du centre concluent que les jeunes du Mali nourrissent de grands espoirs pour leur avenir et que les projets favorisant donc l'expression de soi, comme celui d'Oumou Traoré, accroissent les possibilités de réussite professionnelle et de réalisation personnelle, car ils permettent de contrer les traditions et les hiérarchies sociales existantes. Donc, ce que j'ai trouvé très beau également. Suivant. Alors, à ce stade de la présentation, j'espère que vous demandez donc quel est le dénominateur commun de tous les aspects explorés. Et ce dénominateur s'appelle la sutura. C'est une norme culturelle, une tradition tacite malienne qui prépare psychologiquement les femmes et les filles à dissimuler, à pardonner et à supporter leur souffrance dans toutes sortes de contextes. Elle permet de protéger les familles de toute honte. Donc, c'est vraiment le conservatisme par excellence, si vous voulez. Par exemple, dans un contexte de violence sexuelle qui, à cause du ratio, est considéré comme sexiste, les personnes qui ont connaissance d'une agression rationalisent leur empathie envers les victimes par le silence et l'inaction. Les victimes elles-mêmes sont tenues de protéger leur famille de toute honte aux yeux de leur communauté en restant silencieuses. Et ce qui est très grave, c'est que très souvent, la colère de la victime envers son violeur se doit d'être convertie en empathie afin de ne pas ternir la réputation de ce dernier et de sa famille. Donc, on est vraiment dans un contexte comme je le disais plutôt, de conservatisme extrême. Et donc, nous voyons que les victimes d'abus doivent sacrifier leur autonomie individuelle, elles doivent intérioriser leur traumatisme, privilégier leur réputation avant leur propre sécurité, leur désir et la justice. Et ce qui est très important de comprendre ici, c'est que la sutura, si pas le facteur, est un des facteurs primaires qui renforce la société patriarcale malienne. Donc, une société dans laquelle les hommes détiennent principalement le pouvoir, dominent les sphères du leadership politique, de l'autorité morale,
des privilèges sociaux et de la propriété des biens. Et par conséquent, la sutura est une norme culturelle tacite malienne, protégeant de manière systémique la réputation patrilinéaire. Donc tout ça, c'est pour protéger la réputation patrilinéaire. Voilà, suivant. Et c'est la dernière slide. Donc, si nous parvenons à travers, donc, en tout cas, cette exposition et tout ce qui a été partagé, à reconnaître que l'application de la sutura reconduit le statut patriarcal de la société malienne, ainsi que les préjudices et les inégalités de genre, il nous reste donc à admettre qu'un féminisme dépouillé de toute ambiguïté et de tout relativisme culturel est la solution à ces maux. Et notre devoir aujourd'hui de femmes maliennes est de prendre la parole sans égard à la peur de perdre notre dignité, de déshonorer nos familles. Nous devons également, à mon avis, réclamer notre indépendance et surtout nourrir des sources de pouvoir dans une nouvelle forme de solidarité féminine pour que collectivement, en tant que femmes, nous arrivions à changer les codes transmis aux jeunes générations. Et c'est important de comprendre que le pouvoir de la femme dans la communauté malienne est très fort parce que tout ce qu'on entend, tous les mots d'empathie qu'on entend viennent de groupes féminins très proches de chaque individu. Donc, le pouvoir de la femme a une très grande place et a une place qui pourrait justement changer énormément de choses. Et donc, je me dis que si nous arrivons à faire ça, ben, peut-être que la féminité ne serait plus synonyme de tolérance à la douleur, mais plutôt, et en dépit des obstacles, de la capacité à se battre pour la justice et l'égalité. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Fatima, de nous avoir fait part de ce très beau projet, en tout cas, qui, je note, encourage les jeunes filles et les femmes à s'exprimer et justement à voir le monde différemment en osant briser les barrières sociétales et culturelles qui les entravent. Vous avez particulièrement parlé de la sutura, qui, je rappelle, est une norme culturelle qui prépare psychologiquement à stimuler, à pardonner et à supporter leur souffrance. En tout cas, une très belle initiative également pour mettre en lumière les savoirs et les savoir-faire des femmes artistes, photographes et engagées. Et à ce sujet, comme Fatima l'avait dit, nous avons avec nous Annie Sissoko, une des artistes photographes ayant participé au projet. Annie Sissoko va nous faire part de ses engagements et des causes qu'elle défend au travers ses œuvres et particulièrement son projet Quand les murs parlent. Annie, si vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bonjour. Et voilà, moi je suis Kani Sissoko, photographe malienne. Je suis très heureuse d'être parmi les conférencières et très honorée aussi de me donner l'opportunité de présenter toute ma nouvelle série, Quand les murs parlent. Et, comme vous pouvez le constater, ça parle de la situation des femmes. Puisque je ne connais pas trop la société d'autrui, mais la société malienne en particulier, au fait. Quand les murs parlent, c'est une série que l'inspiration m'est venue quand j'ai eu l'occasion d'être dans la chambre où on conseille aux jeunes mariés. Donc, c'est là que j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Parce que le conseil, c'est d'être forte en mariage et les aînés savent bien que le mariage n'est pas du tout une chose facile. Et sachant que aussi leur fille, et ce que leur fille va affronter comme problème, on leur donne des conseils comme quoi tu vas dans un mariage, tu dois honorer la famille, tu dois être, comment dirais-je, tu es comme l'image même de respecter la belle famille, c'est que tout ce que le mari fera, il faut l'accepter et il faut être forte, même si tu es offensé, pas aux gens. Ne le montre pas aux gens. Mais moi, je me suis dit qu'on a tous un cœur, voilà. C'est pas facile mais il faut le faire quand même parce que tu vas partir chez ton mari avec l'image de ta famille. Donc,
Ça, en vrai dire, ça m'a un peu traumatisée parce que je me suis dit que c'est beaucoup très lourd, au fait. Et avec l'expérience aussi que j'ai subie, voilà, et dans la famille, je me suis dit que les murs sont nos véritables témoins. Le mur, ça plus les problèmes des femmes que les humains eux-mêmes. Une femme, c'est quoi? Doit être discrète selon notre société, hein, selon notre tradition, voilà. Une femme doit être discrète et tu dois être capable de cacher ta douleur, comme la douleur de ton foyer. Comme on a l'habitude de dire ici même, la douleur du foyer, c'est comme la bénédiction d'Allah. Donc, c'est des choses, c'est tout ça qui m'a traumatisée dans la chambre, raison pour laquelle j'ai voulu travailler sur cette série quand les murs parlent. Moi, je crois que les murs ont beaucoup de choses à nous dire. Donc, les murs ont beaucoup de choses à dire de la société. Et si vous constatez l'image où la femme, elle fait dos aux gens et elle fait face au mur, parce que tout simplement, les femmes ont plus confiance au mur que nous, les humains aussi. Donc, parce que c'est ce qui est recommandé par la société. Et c'est comme il y a une complicité entre elle et le mur. C'est un peu intime ce qu'elle porte. Voilà, tous les gens n'ont pas autorisé de voir ça. Les perles qu'on appelle baya dans notre société, les femmes doivent se faire belles pour leur mari, même pas pour elles-mêmes. Donc, si on voit cette image, bien vrai, l'élégance qu'elle a, tout, mais un peu dessus. Ouais, c'est le reste de la série quand les murs parlent. En réalité, ce projet, je veux juste sensibiliser d'une part les gens de notre société, comme quoi il faut enfin donner la parole. Il faut que les femmes se confient. Il faut vraiment remonter à la source de ces problèmes. Depuis la nuit des temps, on attend l'émancipation, l'autonomisation. Est-ce que l'autonomisation sera possible tant que les femmes ne brisent pas le ciel, tant qu'on souffre à l'intérieur de nous-mêmes? Et on a, comme ce que moi je remarque, nous, les femmes de notre société ne vivent pas pour nous-mêmes. On ne vit pas pour nous-mêmes. On vit souvent pour honorer la famille et on vit pour plaire aux hommes, à nos maris, au fait. C'est ce qui est recommandé ici. Donc, du coup, on n'aura même pas le temps de penser à un projet. Est-ce que moi, quel projet, quelle est mon utilité dans la société? Parce que moi, je crois qu'en tant que femme, mon utilité, c'est le mariage. C'est ce qu'on me donne comme éducation. Donc, je veux juste à travers la série que le silence soit brisé et que les femmes, et que ce soit une réelle prise de conscience. Parce que moi, je crois que l'autonomisation ne sera pas possible dans cette condition. Avec cette condition-là, ça sera que des mots. Donc, il faut que les femmes parviennent à connaître leur propre place et qu'on parvienne à découvrir une autre utilité qui n'a rien à voir avec le mariage. Donc, du coup, tant que ça est dans notre tête qu'on est fait pour se marier et on est fait pour obéir nos maris et on est fait pour honorer la famille, ça va être difficile. L'autonomisation ne sera qu'un mot. Voilà, suivant. Toujours quand la série, quand les livres parlent, c'est comme j'ai décrit ici, la question de la condition des femmes dans nos sociétés est enfin profonde. En réalité, c'est vraiment profond parce que dès le bas âge, on nous incline religieusement à la femme que son mari est comme son deuxième. C'est effectivement parce que si vous avez même regardé le monde, on est un peu. Donc, du coup, côté religion, on l'a là dire que voilà, vous êtes des femmes, il faut être patient, et voilà, si vous êtes mariés,
Et le mari, après le bon Dieu, c'est votre mari. Même si on tient en vue de partir quelque part, si ton mari n'est pas d'accord, tu peux étudier, tu peux avoir un mari étant dans les... Je ne veux pas que tu travailles, tu laisses. Tu ne vas pas travailler parce que c'est la volonté de ton mari. Donc, du coup, ça bloque quelque part. Donc, moi, je crois que les femmes ne peuvent pas être autonomes étant dans une véritable prison à ciel ouvert. Donc, du coup, bon, c'est un peu là ici. Au suivant, OK. Quand le mur parle, voilà, et comme c'est écrit ici, en effet, entre les 4 murs de son foyer, la femme est souvent l'objet d'une longue liste d'actes et de pratiques aussi insupportables, inacceptables. Ici, ouais. Au suivant. Au suivant. Bon, il me semble que le réseau est un peu lent, mais voilà, je vais juste rapidement à la série Affliction, comme Fatima beaucoup a présenté la série d'ailleurs. Mais la série Affliction, ça traite beaucoup de sujets en réalité. Ça traite beaucoup de sujets, voilà. Et si vous regardez la série, il y a 3 photos qui sont connues. Il y a une photo, mais tout ça représente un peu le corps féminin en fait. Donc, la première série, si vous regardez bien, on dirait le sexe féminin, voilà, et avec voilà. Le deuxième qui représente vraiment l'excision. On dit que la femme est puissante, la femme c'est le mystère, il y a des choses à découvrir chez les femmes. Si il faut enlever des trucs, voilà. Donc pour moi, ça peut casser un peu cette puissance-là, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai collé ces 3 photos-là. Et voilà. Et la série, ça traite beaucoup de sujets. Beaucoup à expliquer une partie, voilà, qui est essentielle. Donc du coup, je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'elle a bien expliqué, mais cette partie aussi, ça traite un autre sujet. Un autre sujet qui parle un peu de l'excision. Voilà. C'est la suite de la série Quand le mur parle. Donc, et en conclusion de la présentation, et moi, je crois que pour que les femmes soient autonomes, pour que l'émancipation soit comme on veut vraiment, il faut des changements, il faut des changements de système. C'est le système qui nous emprisonne un peu. Parce que moi, par exemple, en tant que femme, je me dis qu'il faut que j'honore ma mère. Il faut que j'honore la famille. Il faut que je trouve un bon mari. Donc, si mon souhait, c'est d'avoir un mari, donc je n'aurai pas de temps à penser à autre chose. Parce que si on a un mari, il faut chercher à obéir ces derrière-là. Et faire tout pour ne pas l'offenser. Donc, du coup, on n'aura pas assez on n'aura pas, comment dirais-je, une autre idée ou bien de penser autrement dans la vie et de penser que nous-mêmes, on existe vraiment. Donc, du coup, ça devient un problème. Donc, moi, je crois que sera pas, ça va rester que de mots, c'est tout. Émancipation autonomie. Un changement. Il faut un changement de système. Tant qu'on ne change pas le système, ça va durer. Parce que dans cette affaire, la violence psychologique est aussi plus forte que physique même. Et quand il y a dans la tête de 90% des femmes, on est fait pour se marier. Moi, je crois que même le véritable problème ne sont pas des hommes. C'est nous-mêmes les femmes, parce que c'est ce qu'on implique dans notre tête. Parce que souvent, moi, j'ai l'habitude de voir une discussion sérieuse avec des femmes
Il me dit que non, on n'est pas d'accord avec toi, il faut que tu te maries, tu dois avoir des enfants, tu dois obéir ton mari, tu dois avoir une vie. Parce que dans notre société, on dit que la femme, si tu n'es pas mariée, c'est comme si tu n'as pas de sens dans ta vie. Une femme célibataire, c'est comme si il n'a aucun sens dans ta vie. Tu vis comme ça, voilà, et tu n'as aucune motive de la vie. Donc, il faut que ça change. Il faut qu'on sache qu'on a d'autres choses que ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à la série. Et il y a beaucoup de gens qui me traitent comme féministe. Voilà, et je ne vais pas me présenter comme ça. Je travaille seulement pour me libérer, pour parler des mots de notre société et pour parler de ce que moi je souffre et pour parler des sujets qui me touchent. Voilà, et raison pour laquelle je porte sur le mariage. Parce que je vois Jasmine qui me déplaît et qui me traumatise. Raison pour laquelle je travaille généralement sur ces sujets-là, pour mon point de vue, ma situation, tout ça. Voilà. Et je vous le remercie. Merci Camille de nous avoir inspirés par votre travail qui est justement un appel au réveil de conscience et innovant de parler des questions des inégalités de genre et d'inviter les femmes à prendre le silence. Je vous laisse maintenant aux côtés de Diaritou Diallo pour la suite de notre discussion. Merci Mamie Tiana, merci à nos différentes panélistes. Ce fut des présentations très enrichissantes. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai quelques questions. Je vais poser ma première question à Léa Rouane. Vous évoquez tout à l'heure des chiffres et des statistiques concernant l'âge moyen du premier enfant et des femmes qui ne justifient pas ou qui justifient les violences faites dans leurs femmes. Ce que je voulais savoir, pourriez-vous nous en dire plus? Pourquoi est-il important de parler d'autonomisation des jeunes filles et des femmes quand on évoque la notion de développement économique? La question est pour Léa Rouane. Diariatou pour la question. Effectivement, je pense que c'est une question très importante. Le développement des femmes, l'autonomisation des femmes est important pour le développement économique puisque les femmes, c'est 50% de la population. Et donc, dans un continent, alors en Afrique, c'est très particulier parce que c'est le continent où les femmes travaillent le plus. Dans les pays en développement, le taux de participation des femmes au marché du travail est très élevé. Mais malgré tout, on sait que les femmes ont accès à des secteurs qui sont moins rémunérateurs, qu'elles sont aussi souvent moins productives, qu'elles ont des productivités moins élevées. Pour plein de raisons, il y a plein de choses. Il y a des contraintes de temps, le fait qu'elles doivent s'occuper des enfants, le fait qu'elles n'aient pas accès aux intrants productifs. Bon, il y a plein de choses qui permettent d'expliquer cela. Mais du coup, on comprend bien que si on laissait cette moitié de la population accéder à son potentiel à part entière, le développement économique des pays serait bien plus élevé et on pourrait en fait atteindre une croissance économique bien plus élevée. Donc voilà un peu le lien, au-delà effectivement de l'aspect humain, de droits humains évidemment, qui nous fait désirer une égalité entre hommes et femmes, il y a aussi effectivement une vraie motivation économique. D'accord. Donc, selon vous, l'autonomisation des femmes sera un fondement pour l'économie, pour le développement de l'économie. Merci Léa pour cette réponse. Ma seconde question sera adressée à Fatima Bokoum. Fatima, à travers votre expérience, quelle dimension devait-on donner à la considération de l'art et de la culture pour enfin mieux les utiliser, enfin de les utiliser comme outils pour traiter les questions d'égalité de genre? C'est une question très intéressante. Je pense que dans les sociétés comme par exemple le Mali, où il y a le respect de l'aîné, par exemple, où il y a un sens très élevé de la honte, du gêne. Je pense que l'art est justement le canal le plus facile d'exprimer les choses qu'on n'arrive pas à dire publiquement. Et je pense aussi que c'est plus accepté et ça travaille quand même l'esprit
sur le long terme. Donc, par exemple, on a beau avoir une conversation avec quelqu'un, c'est peut-être temporel, mais l'art permet quand même de continuellement réitérer ce besoin de changement. Donc, je pense que déjà, je crois qu'au Mali, l'art a une grande dimension. Je pense qu'on vient d'une société une société qui apprend énormément par exemple, par la musique, donc par la transmission orale. Donc, ça fait partie également de l'art. Après, l'art visuel, je crois que maintenant prend énormément d'ampleur. Les jeunes, moi, mon exposition, Moko Katsumasera, je l'ai montrée à un lycée, au lycée Ba Minata, à Diallo, le lycée des jeunes filles. Et je remarquais des jeunes qui venaient tous les jours durant l'exposition pour regarder encore, pour regarder et regarder parce qu'ils adoraient ça. Donc, je pense que quelque part, on se retrouvera, en tout cas au Mali, dans une société qui fonctionnera beaucoup autour de la culture. Et ça, c'est aussi à cause de l'héritage. On a une forte... le Mali est quand même connu, en quelque sorte, pour la culture. Donc, voilà. Merci beaucoup, Fatima. Donc, selon vous, l'art aurait plus d'impact que les discussions pour traiter les questions du genre. C'est bien compris, merci beaucoup. J'aimerais poser la question suivante à Kani Sissoko. Kani, en tant que femme brisant les stéréotypes comme quoi la photographie est réservée aux hommes, pourtant photographe, et surtout abordant des sujets sensibles à travers vos œuvres, quels ont été les plus grands défis à relever et comment vous arrivez à inspirer des jeunes autres filles? Oui, c'est vrai, c'est un boulot réservé aux hommes. C'est ce que nous-mêmes on passé depuis dès le début. Mais aujourd'hui, on peut dire, excusez, voilà. Aujourd'hui, au Mali, les gens, maintenant, il y a beaucoup de femmes photographes. Voilà, les gens commencent, les dames aussi peuvent pratiquer ce boulot. Et à ce qui concerne le défi, le thème que je traite avec la photographie maintenant, oui, ce n'est pas facile en réalité, il faut le reconnaître, mais il faut dire ce que tu penses. C'était difficile pour moi. Au début, c'était tellement difficile, mais maintenant, il y a un espoir parce que beaucoup de femmes sont d'accord avec moi maintenant parce que je commence avec les tantes à la maison, mais la voisine. Chaque fois, je montre mes projets. Ma fille, tu sais, et voilà, et vraiment, tu comprends vite les choses, voilà. Et soit avec moi, ce que j'ai dit, tout. Et maintenant, on a aussi, on travaille beaucoup maintenant avec les jeunes filles. Et je suis dans un collectif photographe, Yamaru Photo. Maintenant, on travaille beaucoup avec les jeunes, avec les écoliers. Et maintenant, les gens commencent vraiment à comprendre. Avant, c'était difficile, mais maintenant, je peux dire que c'est pas... Ça commence... D'accord. Merci, Kani. Donc, pour vous, le secret, c'est de s'affirmer et vous le faites déjà avec vos jeunes filles et votre entourage. Nous vous en remercions pour ce travail. Et donc, on a des participants qui ont des questions. Si Rona Razon est là des États-Unis, elle a une question pour Léa. Si elle peut bien ouvrir son micro et poser sa question directement. Rona, vous êtes là? Rona, vous êtes là? Je pense que Rona a sûrement souci technique. Je vais donc poser la question à sa place. Et demander à Léa si Léa pouvait nous donner quelques exemples sur les efforts d'engagement des chefs religieux, des hommes et aussi des garçons sur les questions du genre. Donc, comment est-ce qu'il y a des exemples des hommes ou des chefs religieux qui s'engagent pour les questions du genre? Est-ce que Léa est là pour répondre à la question? Oui, merci Diriatou. Tout à fait. J'avais commencé à répondre aussi dans le chat au cas où on n'avait pas le temps de tout passer en revue. Mais effectivement, pour donner des exemples concrets,
Donc la façon dont l'engagement des chefs religieux a eu lieu, c'est vraiment déjà au niveau régional. Tous les chefs religieux de différents pays ont été rassemblés. Alors les chefs musulmans ont reçu une formation en fait à l'université Al-Azhar au Caire sur la position de l'islam justement sur la question des violences, la question de la santé reproductive et la question de l'autonomisation socio-économique des femmes. Et ensuite, ils se sont tous réunis, les chefs religieux de toutes les religions, pour réfléchir ensemble justement à quelle était la meilleure action à mener, à la fois à un niveau national, mais aussi à un niveau plus communautaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à la fois des actions menées à un niveau plus global, par exemple dans les médias. Donc, il y a eu des imams ou des prêtres qui ont pris la parole à la radio, à la télé, pour dénoncer le mariage des enfants. Et puis après, un niveau beaucoup plus communautaire. Par exemple, dans certaines communautés, les parents ne laissaient pas les adolescentes participer aux espaces sûrs, donc les clubs de jeunes filles que j'ai décrits tout à l'heure. Voilà, ils étaient un peu suspicieux, ils se demandaient bien ce dont on allait leur parler là-bas. Et on a eu des cas de prêtres ou d'imams qui ont été directement au domicile des parents, vraiment s'engager avec la communauté et dire c'est des actions dont nos communautés ont besoin, laisser les jeunes participer. Donc ils ont favorisé vraiment le déroulé du projet. En ce qui concerne les garçons et les jeunes hommes, donc en fait l'idée ça a été vraiment de même qu'il y avait des clubs pour les jeunes filles, pour leur laisser la parole et leur laisser s'exprimer, et puis aussi recevoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive, le droit humain, etc. Dans certaines communautés, la même chose a été faite avec les garçons et les jeunes hommes. Donc la tranche d'âge, c'était 15 à 25 ans. Et donc pendant à peu près 6 mois, ils se sont réunis 1 à 2 fois par mois pour discuter de ces choses-là aussi, échanger sur voilà, qu'est-ce que comment prévenir la violence, qu'est-ce qu'une inégalité de genre, qu'est-ce que c'est un cycle menstruel, qu'eux aussi comprennent le corps de la femme, comment ça se passe. Voilà. Donc, toutes ces choses-là étaient discutées dans les communautés par les jeunes hommes, en parallèle des discussions des jeunes femmes. Merci bien, Léa. Donc, c'est rassurant de savoir que le combat n'est pas mené que par les femmes et que les hommes et les religieux aussi s'y mettent. Merci beaucoup à tous nos participants. Merci à nos panélistes. Nous voilà donc à la fin de cette discussion. Ce fut une discussion et des échanges très enrichissants. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et je tenais donc à remercier nos différentes panélistes. Merci beaucoup à Léa Rouané. Merci beaucoup à Fatima Bokoum. Merci beaucoup à Kani Sissoko. Merci à toute l'équipe sans qui cette réunion n'aurait pas été une telle réussite. Et donc, ce fut un plaisir de co-modérer cette table ronde avec mon amie Mamitiana. Nous vous disons au bientôt. Merci bien. Au revoir tout le monde et je vous partage que la prochaine en décembre sera probablement le 17 décembre sur le thème de l'éducation, mais sera en anglais. Merci encore Mamitiana Diarieto pour votre excellente modération et à nos panélistes qui ont été fantastiques. Il est toujours un honneur de parler avec des artistes et des collègues de la banque, tellement engagés. Merci encore à tout le monde.